Oui, donc on va aborder la question de l'hypercholestérolémie familiale, qui est un sujet assez intéressant et assez fréquent, pour lequel nous, endocrinologues, on est de plus en plus sollicités du fait de l'arrivée des nouvelles classes thérapeutiques. Alors juste pour faire le rappel sur la classification des hyperlipidémies, ça fait toujours du bien de rappeler le fondamental avec les hypercholestérolémies pures, qui sont associées aux hypertriglycéridémies pures, et vous avez aussi les hyperlipidémies mixtes. Donc c'est une façon relativement simple de présenter les hyperlipidémies que j'utilise souvent pour les étudiants. Et la définition de l'hypercholestérolémie pure, c'est simple, c'est l'augmentation du LDL cholestérol. Et là, vous avez deux possibilités. Soit c'est une hypercholestérolémie familiale, soit c'est une hypercholestérolémie polygénique, qui est vraiment fréquente dans la population. Après, les hypertriglycéridémies pures, c'est simple. La définition, c'est l'augmentation des triglycérides. Et là, vous avez les hypertriglycéridémies sévères, qu'on appelle maintenant de plus en plus les hyperchylomicronémies familiales. Et vous avez les autres formes d'hypertriglycéridémie très fréquentes dans la population. Enfin, vous avez les hyperlipidémies mixtes, qui sont décrites par l'association d'un LDL cholestérol élevé et des triglycérides élevés, avec là deux grandes classes. L'hyperlipidémie familiale combinée qui est très fréquente, et vous avez une pathologie dont on parle dans tous les bouquins, mais qui est extrêmement rare, qui est la dyslipoprotéinémie de type 3. Donc là, on va cet après-midi discuter de l'hypercholestérolémie familiale, qui là est une pathologie assez fréquente. Alors, l'hypercholestérolémie familiale, elle a une définition physiopathologique. C'est une pathologie liée à une mutation monogénique sur un gène particulier. Et actuellement, dans 90% des cas, on retrouve une mutation, on en reparlera plus tard. Donc c'est une naissance sur 250 individus. Il faut savoir que c'est la maladie génétique la plus fréquente. C'est pour ça qu'elle n'est pas dépistée à la naissance. Et vous avez des formes homozygotes qui sont heureusement très rares et très graves, et les formes hétérozygotes qui sont fréquentes. On estime en France à peu près à 300 000 personnes qui sont atteintes d'hypercholestérolémie familiale. Alors la forme homozygote, très rare, un cas sur 500 000, vous avez des valeurs de LDL cholestérol qui sont 6 à 8 fois supérieures à la normale, c'est-à-dire que le LDL cholestérol, au lieu d'être à 1,20 g par exemple, il est entre 6 et 12 grammes par litre. Des complications cardiovasculaires extrêmement précoces, en général c'est un infarctus dans l'enfance, pour faire court. On a actuellement une famille comme ça où le garçon à 6 ans a fait son infarctus et la sœur à 8 ans un double pontage. Donc pour vous dire qu'on est dans des pathologies extrêmement sévères. Et on a cliniquement quasiment toujours des dépôts lipidiques extravasculaires, xanthome, xanthelasma. Alors cette pathologie est vue en général par nos collègues pédiatres, avec lesquels on peut éventuellement coopérer ensuite, mais ça reste quand même des pathologies qui sont rares, ce n'est pas celles que nous allons tous voir en clinique. Et nous allons voir ces hypercholestérolémies hétérozygotes, qui ne sont pas exceptionnelles du tout. Et vous avez dans ces hypercholestérolémies familiales des valeurs de LDL cholestérol qui sont au moins 2 fois supérieures à la limite supérieure de la normale, avec des valeurs qui sont comprises entre 1,9 et 4 grammes par litre. Caractérisées par la clinique suivante, des manifestations cardiovasculaires qui sont assez précoces, infarctus du myocarde en particulier, avant l'âge de 60 ans. Et ça touche entre 14 et 34 millions de patients dans le monde. Et seulement une minorité de ces patients est correctement traitée parce qu'il y a énormément de retard diagnostique et de retard thérapeutique dans cette pathologie. Alors quand faut-il évoquer l'hypercholestérolémie familiale ? Alors déjà, devant un signe clinique évocateur, ça existe. Ces signes, c'est l'arc cornéen avant l'âge de 60 ans.
Et c'est vraiment un peu triste de voir souvent en consultation des gens qui ont, mettons, 40 ans, qui ont fait leur infarctus, qui vous montrent les photos du permis de conduire, où ils sont comme ça, avec l'arc cornéen qui existait déjà, et personne n'a tilté. Et ça, je pense que vraiment, l'arc cornéen, chez un sujet jeune, doit vraiment faire évoquer l'hypercholestérolémie familiale. L'autre complication, c'est le xanthelasma, qu'on voit très bien ici, ce sont ces dépôts au niveau des paupières, et puis les xanthomes tendineux, qui ne sont pas toujours faciles à voir d'un point de vue clinique, mais j'attire l'attention sur les personnes qui font des tendinites à répétition, souvent, pas toujours, mais ça peut être des xanthomes qui vont faire des tendinites. Donc il faut savoir évoquer ce diagnostic chez quelqu'un qui a ces tendinites, en particulier au niveau du tendon d'Achille à répétition. Alors, on va le rechercher aussi devant un accident. On va évoquer le diagnostic devant un accident cardiovasculaire précoce, le plus souvent avant 55 ans. Et puis, dès que vous avez un LDL cholestérol qui dépasse 1,9 g par litre, il y a une très très forte chance que vous soyez face à une hypercholestérolémie familiale. Donc ça, c'est vraiment le seuil qui doit déclencher le warning et qui est très important. Une autre façon de faire le diagnostic, sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est le dépistage familial. C'est un dépistage familial que l'on fera dans toutes les situations où on a un accident cardiovasculaire précoce avant 55 ans chez un homme ou avant 60 ans chez la femme, dans la famille, chez un apparenté du premier degré. Et puis, ce dépistage sera fait aussi systématiquement. Dès que vous faites, vous, le diagnostic d'hypercholestérolémie familiale, il faudra dépister ça chez les enfants, les frères et sœurs. Alors, ce dépistage, qui est extrêmement facile à faire, il est très peu fait. Et ça, j'insiste à chaque fois que j'évoque l'hypercol familial sur ce point-là. Ça peut vraiment sauver des vies, parce que si vous faites un dépistage chez un sujet jeune, là, à ce moment-là, si vous le traitez correctement, vous faites disparaître le surrisque, hein, c'est clair. Ça a bien été montré. Et quand est-ce qu'il faudra déclencher le plan hors sec pour dépister cette hypercholestérolémie familiale? C'est dans toutes les situations où vous ou un collègue cardiologue ont vu un patient avec un accident cardiovasculaire précoce, chez un apparenté au premier degré, et puis si vous avez une hypercholestérolémie connue dans la famille. Donc vous, lorsque vous faites le diagnostic chez un patient, il faudra faire le dépistage largement. Et en pratique, on va demander un bilan complet, c'est-à-dire qu'on fera la prescription classique d'exploration du bilan lipidique avec dosage du HDL cholestérol. On ne va pas se contenter que du cholestérol total. On le fera chez les enfants dès l'âge de 5 ans, et en insistant beaucoup auprès des familles que c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que parfois vous avez dans les laboratoires, voire quelques médecins généralistes qui vont dire « mais non, ça ne sert à rien de le faire avant 18 ans ». Donc là, il faut vraiment être très insistant. Personnellement, je fais les ordonnances, et je pense que quand vous commencez à parler de dépistage, faites les ordonnances, parce que si vous demandez aux patients d'aller voir un autre médecin pour le faire, vous perdez la chance que ça soit réalisé. Donc il faut vraiment faciliter cette démarche chez les patients. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, malheureusement pas toujours fait. Une fois que vous avez fait l'examen clinique du patient, l'interrogatoire, et que vous avez le bilan lipidique, comment vous faites le diagnostic d'hypercholestérolémie familiale? Il y a deux moyens qu'on peut associer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Dutch score, parce que c'est un score qui a été fait par les Hollandais. Il faut savoir que pour vous, la forte suspicion, elle sera à évoquer dès que vous avez votre LDL cholestérol qui dépasse 1,90 g. Si en plus à l'interrogatoire, on vous apprend que dans la famille, il y a eu des accidents cardiovasculaires précoces, là vous êtes quasiment sûr de votre coup. Donc tout ça sont des notions importantes à récupérer. Si parfois on a même la notion que les parents, de plus en plus, on a cette information que les parents ont l'hypercholestérolémie familiale, ce qui va être encore très aidant pour le diagnostic. Alors, le Dutch score, je suis désolé, là, il est petit, mais ça, vous allez pouvoir le récupérer. On le récupère facilement sur Internet. Et en fait,
on va cocher des cases. Si vous avez un homme de 50 ans qui a présenté un infarctus du myocarde récent, vous allez marquer 2 points. Si son père a fait un infarctus jeune, ce qui est son cas ici, là on remarque 2 points, parce qu'il a une hypercholestérolémie familiale. Il a un LDL à 2,60 g, donc forte suspicion. Là déjà il a 5 points. Avec seulement ces simples données, vous arrivez à un score qui est à 9, et dès que votre score dépasse 8, vous êtes sûr à 99,9% que c'est une hypercol familiale. Donc ça, c'est très simple parce que vous le faites devant le patient et vous avez déjà la certitude diagnostique. Alors après, on va aller faire de la génétique et les 3 acteurs qui peuvent être mutés sont les suivants. C'est le récepteur au LDL cholestérol, l'ApoB qui reconnaît le récepteur et PCSK9. Alors, déjà, PCSK9, pour l'introduire, c'est une protéine qui est sécrétée par la cellule, et en particulier l'hépatocyte, qu'on voit ici. Et lorsqu'elle sort de la cellule, elle va s'associer au récepteur, et elle va se coupler au récepteur, le récepteur en vert, et le récepteur, lui, qui capte le LDL, est recapté, et ensuite, vous avez formation d'un endosome qui va se lier au lysosome contenant des enzymes et dégrader le LDL, le cholestérol, la particule LDL qui vient d'être endocytée dans la cellule. Et puis, il faut savoir qu'à ce moment-là, normalement, votre LDL, il peut être recyclé, votre récepteur au LDL peut être recyclé, et on estime qu'il y a un recyclage entre 15 et 20 fois du récepteur. Manque de chance, si vous avez PCSK9 qui s'est couplé à votre récepteur du LDL, à ce moment-là, il y a une déviation et le LDL sera dégradé directement et vous n'aurez pas de recyclage. Donc, en d'autres termes, plus il y a de PCSK9, plus votre récepteur est dégradé et moins vous avez d'expression du récepteur à la surface, c'est-à-dire que vous allez être moins efficace pour récupérer votre LDL cholestérol et le capter dans votre hépatocyte. Et donc on décrit des mutations qui sont inactivatrices de LDL récepteur, c'est-à-dire que si vous avez un récepteur qui fonctionne moins bien, qui reconnaît moins bien l'ApoB100, à ce moment-là, la captation ne se fera pas bien et vous n'allez pas récupérer de façon satisfaisante votre particule LDL. Ça peut être une mutation inactivatrice d'ApoB100. L'ApoB100 est mutée, donc elle ne reconnaît pas bien le récepteur. Et ça peut être une mutation activatrice de PCSK9. Et à ce moment-là, si vous avez une mutation qui va activer PCSK9, vous aurez une surexpression de PCSK9, vous aurez une PCSK9 hyperactive, et on va se retrouver dans une situation où vous allez dégrader rapidement votre récepteur ou LDL. Donc, ce sont les 3 mutations que vous allez chercher dès que vous avez une forte suspicion, et ça peut être intéressant d'un point de vue clinique de le faire. Alors, en gros, vous êtes dans cette situation-là, vous avez votre formation de LDL qui se transforme en IDL et en LDL, qui est recapté par le récepteur au LDL du foie. Lorsque vous avez un récepteur qui ne fonctionne pas, une ApoB qui est mutée et PCSK9 qui est hyperactive, à ce moment-là, vous avez un blocage et votre LDL cholestérol, qui n'est pas réabsorbé de façon normale par le foie, va être augmenté, et de façon très importante. Alors, le diagnostic génétique, je pense que pendant longtemps, on ne l'a pas fait. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et moi, je le fais de plus en plus parce que je trouve que c'est pour la pratique clinique très aidant. Déjà, ça donne une explication rationnelle aux patients. Les patients partent avec la notion que c'est plutôt la mauvaise habitude, des mauvaises habitudes alimentaires qui donnent le LDL cholestérol. Et il faut passer quand même pas mal de temps à expliquer aux gens que dans leur situation, c'est vraiment la mutation qui est responsable et que ce n'est pas les excès qu'ils peuvent parfois faire. Donc ça permet de déculpabiliser le patient et de lui faire prendre conscience que le traitement va être fondamental et que ce n'est pas seulement la diététique. Donc le discours qu'on peut tenir, c'est que vous avez une maladie qui est l'hypercholestérolémie familiale, qui est d'origine génétique. Donc ce n'est pas votre attitude, c'est comme ça, vous êtes né avec.
Et c'est beaucoup mieux que de dire vous avez du cholestérol, parce que vous avez du cholestérol, ça entraîne derrière l'idée que, en gros, il y a une culpabilité de votre part, parce que vous ne mangez pas correctement, et que c'est un petit peu votre faute. L'autre intérêt, je pense aussi, de pointer du doigt que c'est génétique, c'est que le patient va tout de suite comprendre que le traitement qu'on met en place est un traitement qui sera à vie. Donc ça, je crois que c'est important, et on a maintenant des petites données qui nous montrent que ça améliore la compliance, ce diagnostic génétique. Alors maintenant, quelle est la prise en charge? Alors, la diététique, en théorie, vous allez réduire les lipides à 35%, vous allez limiter les acides gras saturés à 10% et favoriser les graisses monoinsaturées ou polyinsaturées. Et vous allez donner un régime riche en fruits et légumes, donc un régime de type méditerranéen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces mesures diététiques sont celles qui sont données à la population générale. Donc, en d'autres termes, dans l'hypercholestérolémie, si quelqu'un applique les recommandations données à la population générale, il n'a rien d'autre à faire. Donc, c'est pas la peine de lui demander d'enlever forcément la peau du poulet ou de partir dans des détails de mesures diététiques que je trouve un peu stupides, parce qu'il n'y a pas de régime strict. Il peut avoir une vie sociale normale, mais il doit manger correctement, comme toute la population devrait le faire. Et bien lui faire comprendre que dans son cas, bien sûr, la diététique est intéressante, mais elle est intéressante, j'allais dire, parce qu'on aurait une alimentation de type méditerranéenne, anti-inflammatoire, riche en acides gras monoinsaturés, par exemple, mais que ça aura peu d'impact sur le taux de LDL cholestérol lui-même, ça pourra impacter sur la qualité du LDL, mais pas sur le taux lui-même. Et que c'est vraiment le traitement médicamenteux qui, dans l'hypercholestérolémie familiale, est vraiment la clé pour avancer. Alors, les traitements médicamenteux, c'est simple, ce sont les statines de première intention, avec dans les recommandations le choix de la statine qui va dépendre du taux de LDL cholestérol et de l'objectif que vous allez vous fixer. Alors, dans l'hypercholestérolémie familiale, on ne va pas commencer par 10 mg de pravastatine. On va d'emblée taper fort en prenant des statines fortement dosées, genre rosuvastatine 20 mg ou atorvastatine 40 ou 80 mg. Le traitement par statine peut être commencé très tôt, dès l'enfance. Pendant très longtemps, on a attendu 10-15 ans avant de donner des statines. On donnait du Questran en attendant. Maintenant, on donne les statines d'emblée. On a vraiment une sécurité d'utilisation des statines chez les enfants et ça marche vraiment très bien. Si votre objectif n'est pas atteint avec une statine, ce qui est souvent le cas dans l'hypercol familial, on a intérêt à ajouter l'ézitimib. Je vous ai mis l'intérêt des combos, parce que les médicaments combos sont très intéressants, parce qu'ils améliorent, ils réduisent les effets secondaires liés aux statines. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a beaucoup moins d'effets secondaires quand vous prescrivez de la rosuvastatine associée à l'ézitimib qu'avec la rosuvastatine seule. C'est pareil pour la simvastatine. Donc on améliore la compliance de ce fait-là. Et puis, on a une efficacité qui est assez impressionnante. Il m'arrive très souvent dans les hypercols familiales avec des valeurs de LDL qui dépassent les 2 grammes, d'emblée de commencer par un combo, parce que ça permet très vite d'être à l'objectif sans passer par une espèce de situation intermédiaire, de semi-échec, qui pour tout le monde est un peu désagréable, et en particulier pour les patients. On a des situations d'intolérance aux statines, ça existe, en sachant que, pour en rediscuter, mais il faut essayer plusieurs statines avant de parler d'intolérance. Et dans ce cas-là, on donnera de l'ézitimib seul, voire du Questran, de la cholestéramine. Et puis, vous avez les anti-PCSK9 qui nécessitent un avis spécialisé, dont en particulier le nôtre, et qui est intéressant dans les formes sévères. Attention à la levure rouge de riz. La levure rouge de riz dont nous parlent souvent les patients, c'est une statine naturelle, mais son efficacité est assez faible.
Et surtout dans les produits qui sont en vente, on n'a aucune idée du dosage réel de la statine que vous avez dans votre gélule. Vous avez les mêmes effets secondaires musculaires, il n'y en a pas moins. Et puis, c'est contre-indiqué en association avec les statines. Donc, parlez-en tranquillement avec vos patients en disant qu'ils évitent ça. Alors, PCSK9, on a vu comment ça fonctionnait. Vous savez que maintenant, on a à notre disposition les anticorps anti-PCSK9, l'alirocumab Praluent ou l'évolucumab Repatha, qui sont maintenant pris en charge sous certaines conditions. Ils ont des effets qui sont majeurs. Ils réduisent le LDL cholestérol de 50 à 60%. Ils réduisent la L-peptidase dont on parlait tout à l'heure de 25%. Et puis, ils ont fait la preuve de leur efficacité en prévention cardiovasculaire dans l'étude Fourier et dans l'étude Odyssée avec l'alirocumab. Et cet effet, ce bénéfice cardiovasculaire vient s'ajouter à celui que l'on a déjà sous statine. Donc, on a la preuve de l'efficacité de ces molécules. Alors, la prescription des inhibiteurs PCSK9 ne peut être faite que par un spécialiste, endocrinologue, cardiologue ou interniste. Les produits sont administrés par voie sous-cutanée, en général toutes les 2 semaines, voire toutes les 4 semaines, avec des stylos pré-remplis qui sont très faciles à utiliser. Et comme ici on connaît bien le diabète, c'est exactement le même stylo que Trulicity, stylo jetable qui est d'utilisation hyper simple. Là où vous avez un peu de travail à faire, c'est qu'avant de prescrire le traitement, vous avez besoin de faire une demande d'entente préalable pour que le produit soit remboursé. C'est des produits qui sont extrêmement onéreux. Vous pouvez prescrire le Repatha chez un adulte ou adolescent à partir de 12 ans qui a une forme homozygote. Donc c'est rare, mais bon, ça peut se voir. Et chez le sujet plus fréquemment rencontré, qui est l'hétérozygote, vous pouvez le prescrire en prévention primaire chez un patient qui a une indication de LDL-aphérèse. Alors la LDL-aphérèse, c'est rare, mais les indications sont assez précises. Et l'indication de la LDL-aphérèse, c'est dès que votre LDL cholestérol dépasse 3 grammes par litre en prévention primaire. Et donc, on a quelques patients que l'on voit arriver avec des LDL cholestérol supérieurs à 3 grammes, et d'emblée, on peut leur prescrire du Repatha. En prévention secondaire, on peut obtenir le remboursement si vous avez des antécédents d'infarctus du myocarde, d'AVC ischémique ou d'artérite des membres inférieurs symptomatiques, dès que votre LDL cholestérol est au-dessus des 0,70 g. Donc là, à ce moment-là, vous avez droit au remboursement. Pour l'autre, le Praluent, c'est assez proche. Dans les formes de prévention primaire, on n'a pas l'indication dans les formes homozygotes, mais bon, c'est rare. Et dans les formes hétérozygotes, c'est exactement pareil. C'est lorsque vous avez une indication de LDL-aphérèse, c'est-à-dire en prévention primaire un LDL qui dépasse 3 grammes, vous pouvez demander le remboursement du Praluent. Et en prévention secondaire, c'est un sujet qui a présenté un syndrome coronaire aigu, mais pas quelqu'un qui a des antécédents d'artériopathie des membres inférieurs ou d'AVC. Donc il y a un petit distinguo, mais sinon c'est un syndrome coronaire aigu. Le dernier produit que vous pouvez être amené à utiliser, qui est l'omitapide ou le Juxta, c'est utilisé dans les formes sévères, en particulier dans les formes familiales. C'est un inhibiteur de la MTP, qui est donc l'enzyme qui associe les lipides à la peau baissant dans le foie pour produire les VLDL. Et on a donc une réduction de production des VLDL qui va, au bout du compte, réduire le LDL, avec une baisse de LDL qui est assez conséquente, parce qu'on a 40% de baisse. C'est un traitement qui n'est pas bien toléré, avec des effets digestifs, avec un risque de stéatose qu'il faut savoir. Donc on surveille le foie. Alors c'est des traitements qu'on prescrit rarement, mais dans quelques formes homozygotes, on a nous des patients qui sont sous l'omitapide. Et ça nécessite une surveillance, en particulier des transaminases. La prescription est seulement hospitalière par endocrinologue, voire cardiologue.
Alors, les LDL aphérèses sont indiquées dans les formes sévères. Et il faut savoir quand même que depuis qu'on a les inhibiteurs PCSK9, on a pu, pour plus de la moitié des patients, supprimer les LDL aphérèses et pour l'autre moitié, diminuer la fréquence. Donc on a quand même fait des progrès grâce à cette classe thérapeutique. Alors, en pratique, on va essayer d'initier un traitement dans l'hypercol familial le plus tôt possible. Et chez les enfants, on y va d'emblée. Le patient qui a une hypercholestérolémie familiale est considéré comme ayant un risque cardiovasculaire très élevé. Et les objectifs que vous allez vous fixer sont doubles. D'abord, de diminuer de moitié au moins son LDL cholestérol et d'avoir un taux de la prévention secondaire inférieur à 0,55 g par litre. C'est la théorie. En pratique, on atteint rarement ces objectifs, même avec des traitements lourds. Mais quelqu'un qui part de 4 grammes ou 3,50 g de LDL, vous l'amenez à 1,20 g, je trouve que c'est déjà extrêmement bien. Et on n'est peut-être pas à la peine à ce moment-là de se prendre la tête. Mais en théorie, il faudrait descendre en dessous de 0,55 g par litre, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours possible. Chez l'enfant, on s'autorise à se trouver en dessous d'un 35 g par litre pour éviter des traitements trop lourds. Et on demande toujours une réduction du LDL cholestérol d'au moins 50%. Donc on est un peu moins strict chez l'enfant avant la puberté. Donc en conclusion, il faut savoir que l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote n'est pas du tout rare, on en rencontre assez souvent. Il va falloir évoquer le diagnostic systématiquement dès que le LDL cholestérol dépasse 1,90 g, lorsque l'on a un sujet jeune qui a présenté un accident cardiovasculaire, et lorsque l'on est dans une famille où il y a énormément d'accidents cardiovasculaires précoces. J'insiste, et vous l'aurez compris, sur l'importance du dépistage au sein de la famille, qui là peut être une avancée majeure, et l'intérêt d'une prise en charge thérapeutique la plus précoce et la plus adaptée, afin d'améliorer très nettement le pronostic de ces patients. Voilà, je vous remercie.